être une illustration de la présentation précédente pour beaucoup de points, ce que je vais vous présenter. Donc Guillaume Tanche, je suis agronome et j'ai été lauréat de la bourse Neuffield en 2023. Et j'ai passé 2 ans à traquer l'innovation dans le monde. J'ai passé 6 mois exactement à l'étranger pour chercher l'innovation sur peut-on faire l'agriculture sans énergie fossile. Le but, c'était vraiment de trouver des pratiques qui sont déjà mises en place dans différentes fermes, dans différents endroits dans le monde où ça fonctionne et il y a des choses qui marchent. On peut faire la prospective sur d'autres éléments, mais là, ce que je vais vous présenter principalement, c'est des exemples dans des situations avec des briques qui fonctionnent et des systèmes où ils ont mis pas mal de choses les unes avec les autres. Juste, si ça marche. Du coup, ce graphique-là, vous l'avez déjà vu juste avant. Je l'ai juste mis en français, mais c'est le même. Du coup, quand on décortique ça, ce qu'on se rend compte, c'est que les 2 grosses sources, dont on a parlé juste avant, c'est notre carburant et nos engrais azotés. Et donc, tout mon tour du monde, il ne s'est pas concentré que là-dessus, mais principalement là-dessus. Donc, comment on peut réfléchir différemment nos engrais, dont l'engrais azoté, parce que c'est lui qui nous pose souci. Donc, est-ce qu'on peut le synthétiser différemment? Est-ce qu'on peut moins l'utiliser avec des légumineuses, par exemple? Mais comment on fait? Comment on vérifie ces choses-là? Et est-ce que ça marche? Et puis, le deuxième élément, sur la partie mécanisation, comment on réfléchit, comment on imagine la mécanisation. Donc, il y a des choses qui se ressemblent. Je n'ai pas fait du 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, mais j'ai été voir les différentes solutions. Donc, on va parler d'électrification, parce que là, il y a un gros enjeu sur lesquels on n'est pas dedans en tant qu'agriculteur, mais il faut qu'on se bouge les fesses. Il y a la méthanisation, on en parlera. Je ne sais pas si on va être très copains, mais bon, on en reparlera. Et puis, il y a 2-3 autres éléments. Quand je suis allé décortiquer ça, la première chose et les premiers systèmes que je suis allé voir, c'est eux. Donc, j'ai pris le temps d'aller aux US, d'aller voir les amis, je suis allé voir comment on fonctionne. Parce que tout le monde nous dit, s'il n'y a plus d'énergie fossile, on va revenir aux chevaux. Donc, je suis allé les voir. On arrive à piloter des fermes de 100 hectares comme ça. Ça fonctionne. L'astuce, c'est qu'il faut commencer tôt à faire des gosses. Donc moi, je suis déjà en retard. Mais ça, c'est une des astuces parce que ça sert. Après, sur ce genre de situation, il y a quand même des moteurs auxiliaires. Et là, les amis se sont mis depuis quelques années à rentrer l'électrique parce qu'ils mettent des panneaux solaires ou des groupes électrogènes, mais ils remettent un petit peu d'électrique dans leur système où ils fabriquent leur électricité et ils l'utilisent parce que c'est quand même beaucoup plus efficient, beaucoup plus efficace. Et ça leur ramène pas mal de solutions. L'autre option qu'on a, c'est un peu caricatural, mais ça c'est notamment les Néo-Zélandais ou les autres, c'est le problème c'est le CO2, donc petite plante, bouge-toi le cul et bouffe autant de CO2 que tu peux, et on va t'alimenter autant qu'on en puisse. C'est une option, c'est une logique, mais elle n'est pas toujours systémique et on ne réfléchit pas à l'ensemble des points par rapport à ça. Les 3 thématiques qu'on va aborder, je les ai résumées là. En fait, c'est les 3 mots qui sortent de mes 2 ans de tour du monde. La première, ça va être l'électrification. Même si on va parler d'autres sources d'énergie, mais celui qui sort en tête de loin, c'est celui-ci. Il faut qu'on creuse ce sujet-là, il faut qu'on aille le chercher beaucoup plus loin. Parce qu'on a des énormes potentiels au niveau agricole pour jouer avec la partie électrique. Le deuxième, c'est les fermentations. Et là, je ne vous parlerai ni de bière, ni de vin, ni de whisky. Mais on parlera d'autres typologies de fermentation qui sont un petit peu en train de révolutionner les choses. Notamment chez les Brésiliens, mais pas que. Les rois de la fermentation, c'est les Asiatiques. Pour tout vous dire, demain, je suis dans un vol pour repartir chez eux une fois de plus, pour aller voir ce qui se passe là-bas. Mais les rois de la fermentation, c'est les Asiatiques, ils ont beaucoup d'avance sur nous. Ils n'ont pas le même cerveau que le nôtre. Ils ne sont pas câblés comme nous, ils n'ont pas la même façon de voir le monde. On en reparlera un petit peu. Et le dernier, c'est ce que j'ai regroupé sous l'agronomie, mais il y a plusieurs sujets, plusieurs thématiques par rapport à ça. Donc première chose, la partie électrique. Donc ça, c'est une petite boîte. Un gars qui s'appelle Mike, qui a développé Electric Cherry. Donc le gars a fait fortune dans les softwares en Australie. Il est revenu en Nouvelle-Zélande, il s'est acheté un petit bout de terre de 7 hectares. Au bout de 6 mois, il faisait rien, il est plein aux as. Il faisait rien au bout de 6 mois, il commençait à s'emmerder. Il dit à sa femme, je vais pas réussir, il avait 35 ans. Je vais pas réussir à faire ma retraite à l'âge de 35 ans, il faut que je refasse autre chose. Donc il s'est dit, bon, on va lancer une ferme, mais pour un petit peu complexifier la chose, on va la faire 100% électrique. Donc aujourd'hui, Mike, il a 7 hectares de cerises où tout est électrifié de A à Z sur la ferme. Il produit une partie de son électricité, le reste, il l'importe du système, mais tout est électrifié d'un bout à l'autre du système, jusqu'à la livraison de ses cerises jusqu'au port, parce que c'est les cerises qui partent à l'export, donc le seul moment où c'est plus électrifié, c'est quand c'est plus chez lui. Et ce qu'il se rend compte, c'est qu'à partir du moment où il électrifie tout, il a un gain annuel
sur sa ferme de 60 000 €. Donc ça lui a coûté un petit peu d'argent au démarrage parce que c'est la technologie qui vaut cher parce qu'elle n'est pas déployée à grande échelle. Mais en mettant un tracteur électrique, contrairement à un tracteur standard, eh bien, le tracteur lui coûte quasiment rien à l'utilisation derrière. L'autre atout de son tracteur, on va le voir juste après, c'est qu'en plus il a une option complémentaire son tracteur, c'est qu'il n'est pas que électrique, il est autonome. Donc pour le même prix qu'un tracteur électrique, il a un machin qui met au bout du champ, il appuie sur le bouton et il s'en va. Donc il déploie beaucoup plus de surface que ce qu'il pouvait faire avant. Bon, on y reviendra. Mike, si vous voulez le suivre, il est en train de pousser très très fortement l'électrification de toute la Nouvelle-Zélande avec un groupe là-bas. Et ils sont en train de vouloir pousser le modèle pour que ce soit le pays un peu référence et modèle sur l'électrification à l'échelle globale du pays. Donc toutes les maisons, tout le système est en train d'être poussé pour l'électrification. Ils sont vraiment en avance là-dessus. Après, si on reste sur cette partie énergie et produire l'énergie, donc ça c'est nos copains américains, un petit tas de maïs pour faire de l'éthanol. Donc ça c'est une autre option pour produire l'énergie dans nos fermes avec des productions de biomasse. C'est assez amusant parce que quand on discute avec les producteurs d'éthanol aux États-Unis, c'est ce qui est en train de driver énormément les émissions de GES aux États-Unis parce qu'ils se rendent compte qu'ils se font attaquer sur leur maïs qui fait de l'éthanol parce que leur maïs n'est pas propre, il n'est pas green. Du coup, il faut qu'eux bougent pour faire du maïs clean pour pouvoir faire de l'éthanol vert parce que les Européens leur disent « Ok, on veut bien vous prendre de l'éthanol, mais il faut qu'il soit vert. » Donc vous avez des effets de ricochet qui passent de l'un à l'autre. Par contre, si on reste sur cette partie éthanol, il y a 2-3 choses intéressantes. Les Brésiliens sont très en avance parce qu'avec la canne, ils en font à savoir quoi en faire. Et à cause des Brésiliens qui ont poussé le bouchon un petit peu loin, les Américains, dont un petit constructeur de tracteurs avec un petit cerf, a acheté une start-up américaine qui s'appelle Clearflame, qui a réussi à transformer un moteur diesel en moteur essence pour pouvoir le faire tourner à l'éthanol. Parce que normalement, l'éthanol, on met ça que dans un moteur essence. Donc aujourd'hui, il y a une usine à Chicago qui transforme des camions à la chaîne pour les transformer d'un moteur diesel en moteur essence pour les faire tourner à l'éthanol avec quasiment une constance dans les paramètres mécaniques et autonomie. Et le plus gros investisseur de cette boîte-là, c'est John Deere. Et John Deere a pour ambition de faire tourner ses tracteurs à l'éthanol pour les Brésiliens. Parce qu'en gros, ce qui s'est passé au Brésil, c'est Bolsonaro qui a demandé à ce que tous les véhicules de tourisme essence tournent à l'éthanol parce que le jour où ils ont décidé de les faire tourner avec, eh bien, ils pourront le faire. Et il est en train de pousser les choses plus loin pour pouvoir faire tourner tout l'équipement brésilien parce qu'ils sont, s'ils le souhaitent, autonomes en énergie, enfin de traction grâce à l'éthanol. L'autre option, on en a parlé, c'est les fuels de synthèse, ou enfin des huiles, pour beaucoup qu'on utilise. Donc ça, c'est en Indonésie. Toutes les photos que je vous montre, c'est moi qui les ai prises. Donc ça vous donne un petit peu l'étendue des pays que j'ai été voir. Donc ça, c'est en Indonésie, la production d'huile de palme. À côté, donc ça, c'est des huiles de soja en Pologne. Et donc là, l'idée, c'est comment est-ce que je produis, j'utilise des huiles pour faire du diesel et des diesels de synthèse. On pourrait utiliser la cameline ou d'autres produits pour pouvoir alimenter le système. Et une fois qu'on a commencé à voir ces différentes productions, je me suis dit, mais laquelle est la plus performante pour produire le plus d'énergie à l'hectare? Parce que notre souci en tant que paysan, c'est je suis limité en surface. Et comment je fais pour être le plus intensif, pour produire le plus d'électricité, enfin d'énergie, de kilowatts à l'hectare de production? Parce que quand on compare du palmier à huile, du soja ou du maïs, ça ne produit pas tout à fait la même quantité d'énergie. Et du coup, par rapport à ça, on va y revenir juste après, je fais des petits calculs tout bêtes. Et j'ai mis la quantité de kilowatts à l'hectare de différentes productions qu'on peut obtenir. Et là, quand on commence à mesurer ça, je suis désolé pour la méta, mais la méta, ça vaut rien. Bon, la cameline pour des huiles, hein, si c'est une double culture, pourquoi pas, mais sinon c'est un petit peu ric-rac. Donc dès qu'on parle de fuel de synthèse, on rentre en compétition avec nos copains qui sont toujours les mêmes, les palmiers à huile. Donc là-dessus, nous, petits Français, c'est un petit peu short, parce que du palmier à huile, peut-être que le réchauffement climatique un jour va nous permettre d'en faire, mais pour le moment, c'est un petit peu limite. Donc sur la production d'huile, on est un peu ric-rac. La méthanisation, elle est un petit peu mieux que les huiles, mais le souci, c'est que vous avez un outsider qui met tout le monde KO. Et de très loin. On n'est plus du tout sur la même utilité d'échelle. Donc en gros, quand on compare, selon les calculs que l'on a, vous avez une petite méta. Donc ça la méta qui appartient à Dyson. Vous connaissez les aspirateurs? Mais donc ça, c'est sa méta qui lui appartient. Et ça, c'est ses serres. Et aujourd'hui, Dyson en Angleterre vend des fraises à Noël sous l'effigie Dyson Farming. C'est le deuxième plus gros propriétaire terrien en Angleterre après le roi. Il a à peu près 15 000 hectares de terre.
Ça commence à faire un peu de surface et cette méta en avale quasiment 3000 hectares pour faire tourner 14 hectares de serre derrière. Et c'est là où, quand j'ai vu les échelles, la quantité de surface qu'on avait besoin pour alimenter 14 hectares de serre, c'est là où j'ai eu un petit déclic dans ma tête. Je me suis dit, il y a un truc qui n'est pas très logique sur la quantité qu'on utilise pour faire si peu de nourriture à l'arrivée. Et c'est là où j'ai mis les calculs en route pour essayer de voir comment ça se passe. Et donc, on a un facteur entre 20 à 40 fois plus de production énergétique à l'hectare avec du panneau solaire versus de la méthanisation. Après, quand on regarde ça, donc il y a différentes stratégies de faire du solaire, mais ce que j'ai essayé de réfléchir, c'est à l'échelle d'une ferme, combien on a besoin de surface solaire à l'échelle d'une ferme pour être autonome à l'échelle de la ferme. Je ne suis pas ambitieux, je ne cherche pas à alimenter la France ou tout le monde. Déjà, je reste à l'échelle de ma ferme. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'à l'échelle d'une ferme, j'y reviendrai un petit peu après, mais avec 1 à 2 hectares, enfin sur une ferme de 100 hectares, je suis parti là-dessus, donc ça veut dire qu'on a besoin d'à peu près 1% des surfaces de notre ferme en panneaux pour pouvoir s'alimenter, production d'azote compris. Et je vous expliquerai le pourquoi après. Et quand on décortique ça, donc ça c'est des chiffres sartois, sur lesquels je suis de plus en plus en train de travailler avec différentes personnes, ce qu'on se dit c'est si je veux être autonome en production électrique à l'échelle de ma ferme, comment je peux faire? Donc on reste sur ces panneaux parce qu'on se dit que c'est les panneaux qui sont les plus performants. Et quand on décortique la chose, on se rend compte que ça dépend des années, mais si on prend la consommation annuelle, qu'on la multiplie par 2 et qu'on monte ça en capacité de production, plus un tout petit peu de stockage, donc 24 heures de stockage batterie, on arrive, Sud-Loire, à une autonomie à l'échelle de la ferme de 80-97%, selon les années. Si on est Nord-Loire, ça fluctue un petit peu plus. Et on se rend compte qu'on a besoin, dans la majorité des cas, de 24 heures de stockage. Au-delà de ça, quand on le fait tourner dans les abacs, ça sert à rien. Parce qu'en fait, si on passe à 48, 72 heures de stockage, on va aller gagner 3, 4, 5, 10 jours dans l'année. Mais la rentabilité économique n'est pas au rendez-vous pour 3, 4, 5, 10 jours. Parce qu'en fait, il y a très peu de jours où ça coince. Donc ça, c'est ces jours-là où là, il y a une réflexion à avoir. Donc là, c'est des systèmes porcins ou des systèmes laitiers dans lesquels j'ai fait tourner beaucoup. Donc ça, c'est un système porcin. Exactement. Et quand on fait tourner ça, ce qu'on se rend compte, c'est ces jours-là, est-ce que je peux pas choisir de lever le pied sur ma consommation et piloter ça à l'échelle de ma ferme? Les jours où je suis ric-rac en production, eh bien, comment je lève le pied? Et donc ça, je l'ai fait tourner dans plein d'endroits et c'est vraiment le chiffre magique qui est en train de sortir, c'est ce facteur 2 dans quasiment toutes les situations. Vous prenez votre consommation annuelle, vous faites x2 et c'est la capacité en kilowatts-crête qu'il faut monter pour produire et avoir un niveau d'autonomie qui dépasse les 80%, mais dans beaucoup de cas, vous êtes à 90%. Ce qu'on arrive là-dessus, la question, c'est le stockage. C'est le souci de notre électricité. Sur le stockage, on a nos batteries lithium classiques, ce qui est très bien. Sauf que, encore une fois, en tant qu'agriculteur, je me positionne toujours en tant qu'agriculteur, on a un atout. C'est que nous, on n'est pas limité par la surface. Donc pourquoi acheter des batteries lithium qui sont hors de prix, qui sont hyper compactes, hyper high-tech, quand on peut acheter des batteries au plomb qui sont beaucoup moins high-tech, beaucoup moins chères, qui vont prendre beaucoup plus d'espace, mais on n'est pas limité en tant que paysan par l'espace. Donc ça veut dire qu'on a une capacité de faire du stockage à des coûts raisonnables, sachant qu'aujourd'hui, sur le marché mondial, le batterie lithium, ça vaut 100 € du kilowatt. Ils sont vendus encore en France. J'ai trouvé les meilleurs que j'ai trouvés en France, on est à 300 €. Il y a 2 ans, ils étaient à 1000 € passés. Mais aujourd'hui, on est à peu près à 300 € kilowatt de stocké. En Chine, ça sort à 100 € à l'heure actuelle, même un petit peu en dessous. Mais donc, on a une capacité de stockage avec des technologies un peu plus anciennes, mais nous, en tant qu'agriculteurs, on n'est pas limité par la place. Donc, on peut se permettre d'acheter des technologies vieillissantes, enfin plus vieilles, parce qu'on n'a pas cette contrainte de plante. Par contre, le lithium, ça a conservé pour la mobilité des choses qu'on bouge. L'autre élément, et ce qu'on se rend compte pour beaucoup, c'est qu'une grosse partie de notre énergie qu'on consomme dans les systèmes agricoles où il y a forte consommation énergétique, donc les serres, les élevages hors sol, c'est de la chaleur. Et la chaleur, pourquoi la stocker sous forme d'atomes directement, enfin, la stocker sous forme d'électrons, pardon, pourquoi pas la stocker directement sous forme de chaleur? Donc là, il y a plusieurs boîtes qui ont bossé, donc là, ça c'est une boîte du nord de l'Europe, Polar Night Energy. Vous avez une grosse boîte américaine qui a bossé là-dessus, sur un principe. Donc là, c'est du sable. Donc c'est des silos de maïs, silos de stockage de grains, double paroi isolée, remplie de sable. Vous avez des panneaux solaires qui alimentent une résistance avec un ventilateur. Le ventilateur pousse la chaleur dans le sable.
Pourquoi on passe au sable par rapport à l'eau? Parce que ça, c'est des trucs qu'on fait sous serre. On est habitué à stocker des grands bacs d'eau dans les serres. Sauf que l'eau, vous pouvez la monter à 100 degrés. Pas beaucoup plus, même souvent, on est un petit peu en dessous. Le sable, vous le montez à 500 degrés, sans que ça bouge. Donc, dans le même volume, vous stockez 5 fois plus de calories. Le souci de ça, c'est que pour des stockages intersaisonniers, ça ne marche pas. Parce que vous avez une perte, à cause de l'isolation, de 3% par jour. Donc si vous faites 3% par jour, vous étirez ça, au bout de 30 jours, il n'y a plus rien, c'est déchargé. Donc ça permet d'avoir des très bons stockages sur 24 heures. Donc il y a beaucoup de réflexions autour de l'industrie, notamment dans ces usages-là, où ça permet de stocker de la chaleur latente, à un moment donné, la réutiliser après, et d'avoir des flux où c'est plus facile de faire transposer de la chaleur. Mais pour nous, tous nos élevages où on a besoin de chaleur, je pense qu'il y a un sujet à creuser. Mike, que je vous ai parlé juste avant, il est en train d'en bricoler un parce qu'il est un petit peu fou. Ben, il est là, Mike, c'est lui. Il est un petit peu fou, il a un pote qui est ingénieur mécanique avec qui il a fabriqué son premier tracteur électrique dans son garage pendant l'hiver. Et du coup, là, ils sont en train d'en monter une parce qu'ils veulent essayer de chauffer l'eau pendant une certaine période de l'année pour pouvoir avoir de l'eau chaude pour gérer le gel dans les vergers. Donc, ils veulent irriguer à l'eau chaude plutôt qu'à l'eau froide pour essayer de gagner quelques degrés. Et donc, il est en train d'en fabriquer avec des conteneurs isolés qui montent à la verticale, qui remplissent de sable et il les chauffe comme ça. Il les chauffe avec des résistances. Bref, ça c'est des trucs à regarder parce que ça c'est vraiment du low-tech, ça coûte pas très cher en termes de technologie et ça marche relativement bien dès qu'on parle de chaleur. Après, quand on reste sur cette partie mobilité, si on reste sur l'électrification, bon celle-ci je l'ai empruntée, elle n'est pas trop loin d'ici je crois cette photo. Le tracteur électrique. Ce qu'on se rend compte en discutant avec les fabricants de tracteurs, c'est que pour le moment, on va réussir à faire des tracteurs électriques jusqu'à 150 chevaux à peu près. Au-delà, ça va être compliqué, parce qu'au-delà, on n'arrive plus à avoir une capacité d'autonomie suffisante. Par contre, jusqu'à 150 chevaux, ça nous laisse quand même de la marge, surtout si on part sur des stratégies réduction de travail du sol et ainsi de suite, où on n'a pas forcément besoin de trop grosse puissance pour travailler. L'autre avantage et l'autre intérêt de basculer sur les tracteurs électriques, c'est que tout à coup, on n'achète plus un tracteur. On achète une batterie avec 4 roues qui sert de tracteur certains jours de l'année. Parce que tous nos tracteurs, comme on en a là, ils passent beaucoup plus de leur temps sous un hangar à servir à rien que dans un champ à être utile. Et donc là, c'est ce qui est déjà fait mais sur la ferme de Mike, notamment sur son petit tracteur électrique qu'on va voir qui est ici, un tracteur de l'équivalent de 70 chevaux. Tout le reste de l'année, il est accroché au mur, là sur la prise, c'est pas celle-ci, c'est une qui est un peu plus grosse à côté. Et ce qui se passe, c'est que ces panneaux solaires vont charger la journée, et la nuit, il va faire tourner tout son système d'irrigation grâce à l'électricité, mais il va pomper l'énergie qui est dans son tracteur, vu que la journée, beaucoup de temps dans l'année, il ne sert pas de son tracteur, donc il consomme cette électricité-là pour alimenter son système, et donc il a des batteries qui lui coûtent le prix d'un tracteur. Donc la réflexion investissement tracteur, c'est plus la même. J'achète plus un tracteur, j'achète des batteries pour stocker l'électricité qui va me servir toute l'année, et de temps en temps, ça me servira de tracteur comme mon tracteur avant, il me servait de temps en temps. L'autre intérêt qu'ils en ont, ça a été dit juste avant, c'est que dès qu'on électrifie et qu'on arrête de travailler avec des prises de force ou de la mécanique, on gagne en capacité de transmission, on gagne en torque et on consomme nettement moins d'énergie. Là, l'atomiseur, les essais qu'ils ont sur l'atomiseur pour faire de la pulvée derrière, ils arrivent à moins 20, moins 30% de consommation énergétique par rapport à une prise de force pour une puissance équivalente. Ce qui est très étrange, la première fois que vous faites ça, c'est que vous branchez une prise électrique au cul du tracteur et puis une prise de force. Donc, la première fois que tu fais ça, tu te dis j'espère que la rallonge va être assez longue. Mais après ça se fait. Et donc ça c'est son petit tracteur, un Monarch, donc c'est une boîte californienne qu'il a développée. Et celui-ci est autonome. Il n'a pas l'air comme ça, mais il est bardé de capteurs sur la partie haute là-haut. Il est bardé de capteurs. Et donc il y a un GPS et le tracteur est autonome. Donc quand il part en pulvée, il a rempli son atomiseur, il le rentre au bout du champ, il appuie sur le bouton et il lui dit tu me préviens, tu m'envoies un SMS quand tu as fini. Donc il y a ces 7 hectares et ça fait sa pulvée tout seul et il se débrouille. Quand il fait les tontes, c'est pareil. Le tracteur se débrouille à faire les tontes de la parcelle et il lui envoie un SMS quand il est revenu à son point de départ. Viens me chercher, j'ai fini ma journée. Donc en termes de gestion de main-d'œuvre, c'est aussi plutôt sympathique. Il a explosé en coût parce que tout le monde le veut et ils n'en produisent pas assez. Quand il l'a acheté à l'époque, c'était le premier arrivé en Nouvelle-Zélande, ça valait 55 000 €. Un machin qui fait l'équivalent de 80 chevaux. Ce qui est tout à fait raisonnable en termes de coût. Et l'autre élément, et ça c'est les Asiatiques qui sont complètement fous avec ça, même si les Brésiliens s'en servent, le gros changement sur un outil notamment, c'est celui-ci. J'y croyais pas à ce petit jouet-là.
Mais le drone, pour faire de la pulvée, il risque de faire disparaître ces gros gaillards-là. Beaucoup plus vite que ce qu'on imagine. Au Brésil, ils s'en servent déjà en grande surface, même si l'avion est beaucoup plus performant. Mais dès qu'on a besoin d'être précis, on repasse au drone. Donc, travail ultra bas volume. 4 hectares en 10 minutes de pulvérisation avec 60 litres de cube. Donc, vous êtes vraiment en bas volume. Un utilisateur de drone. Donc, 8 hectares en 10 minutes. Ça commence à faire des hectares dans la journée. Et tout est électrifié. Le drone est autonome. Vous n'avez plus qu'à avoir un opérateur qui le remplit, qui le vide. Sachant que là, ils sont en train de bosser sur des systèmes de remplissage automatique des drones. En gros, il va venir à une docking station, il se pose, il se remplit, il repart, il fait sa vie. L'autre intérêt, c'est que vous n'avez plus de problème de portance, parce que celui-ci, il touche plus les sols, donc ça passe un peu quand vous voulez. Et cette photo-là, elle est prise au bord d'une route en Corée du Sud. On a vu je sais pas combien cette journée-là, donc on s'est arrêté de discuter avec les gars. Chez eux, c'est normal. Et vous avez les agriculteurs qui fonctionnent, ils ont des petits tracteurs, mais beaucoup ont encore un motoculteur. Et dans les fermes, ils ont un motoculteur et un drone. Donc, il n'y a pas eu de passage par un pulvé. Ils passent du pulvé à main, là, à dos, à ce jouet-là. Et en termes de coût, on sait combien ça vaut. Ça vaut 20, 25, 30 000 euros au maximum. Et celui-ci, ça vaut un petit peu plus cher. L'autre jour, j'étais au Portugal. Les Portugais, dans leur vignoble d'oliviers, sont en train d'importer des automoteurs pour faire, donc ça ressemble à des grosses caravées, pour faire la pulvérisation en autonome dans leurs vergers d'oliviers. Ça y est, c'est lancé, c'est parti. Ça vaut un peu plus cher que celui-ci, parce que c'est un peu plus gros, mais ça fait 1000 litres. Pareil, ça fait même pas 1 mètre de large, donc vous limitez la surface que vous allez compacter par rapport à un tracteur avec sa cuve de 4000 litres. Ça passe beaucoup plus facilement. Et oui, ça fait que 1000 litres, mais il va se recharger et au lieu d'en avoir un, la réflexion qu'il y a autour de ça, donc tout le monde il travaille un peu partout dans le monde, c'est que tu travailles en colonie. Tu travailles plus avec un gros tracteur qui est gros et qui est puissant, tu travailles avec un essaim de petite dimension. S'il y en a un qui tombe en panne, c'est pas grave, il y a toujours les copains pour continuer à travailler et les outils d'intelligence leur permettent de communiquer les uns avec les autres. Ils ont qu'un seul défaut, et ça je l'ai trouvé en France, ils sont pas copains avec les aurores boréales. Vous me direz, on n'en a pas souvent, mais ça arrive. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'an dernier, ou il y a 2 ans, on a pris les aurores boréales dans le nord de la France qui a décalé les signaux GPS. 5 cm. Quand vous avez un drone autonome qui est en train de faire du binage sans que vous alliez le voir, et que vous reveniez juste après, quand c'est décalé de 5 cm, il n'a pas de caméra pour se corriger, vous rigolez pas. Et ça, c'est du réel, donc c'est des choses qui arrivent et ça se corrige. Mais ça, c'est... Voilà. En France, c'est comment on peut aider la pulvérisation par drone? Alors, les phytos, c'est compliqué. Les biocontrôles, il y a de l'autorisation. Mais ça, ce n'est qu'une histoire de temps. C'est du législatif, on est d'accord. C'est là où ça coince. Mais l'efficience de cet outil est telle qu'on ne va pas avoir le choix que d'y aller. Je suis dans le sud-ouest en ce moment. Nous, on fait tous les blanchissements de serre. C'était des hélicoptères. Les hélicoptères sont à vendre en ce moment. Mais il n'y a plus d'acheteurs, malheureusement. Et tout le monde est en train d'acheter des drones pour blanchir parce que ça coûte nettement moins cher et puis c'est beaucoup plus safe, beaucoup plus pratique. Tu mets ça dans le cul du camion, tu repars à l'heure à côté, tu n'as pas besoin de traverser partout avec ton hélicoptère. Tu as des plans de vol, mais c'est pas du tout les mêmes, ça n'a rien à voir. Donc ça arrive, là où c'est autorisé, c'est en train de prendre le pas. Je vous dis, j'étais pas convaincu de ces jouets-là du tout au démarrage, mais quand vous voyez les Brésiliens qui ont des milliers d'hectares qui s'en servent, c'est que ça marche plutôt pas mal. L'autre élément sur le stockage, on a parlé des batteries, l'autre élément que j'ai été creusé, c'est tout ce qui est hydrogène. L'hydrogène a un gros souci, c'est la perte. Parce qu'en fait, quand vous prenez de l'hydroélectricité pour en faire l'hydrogène, vous avez énormément de pertes sous forme de chaleur sur la première étape qui est l'électrolyse. Donc à peu près 50% sur cette première étape-là. Et si vous voulez vous dire qu'à l'arrivée, je transforme ça en électricité pour réutiliser l'électricité, on arrive à peu près à 70%, 75% de pertes. Donc c'est non négligeable. Et ça l'handicape énormément en face d'une batterie lithium où vous avez un niveau de rendement de 93%, voire au-delà de ça, même sur les batteries lithium d'aujourd'hui. Donc entre l'hydrogène et les batteries lithium, la guerre est gagnée assez rapidement. Le seul avantage de l'hydrogène, c'est... Et si on en faisait autre chose? Si je me retrouve avec l'électricité, si on reprend mon graphique qui était celui-ci, à gogo en été, et que je ne sais pas comment foutre sur ma ferme, potentiellement, de toute façon j'en ai trop, je ne sais pas quoi le faire, il n'y a pas assez de consommation à l'échelle France. Aujourd'hui, on a des contrats où on est payé pour consommer l'électricité en été. Je ne sais pas si vous avez vu passer, mais il y a des contrats qui arrivent. J'étais avec des séries il n'y a pas longtemps, ils sont payés pour consommer l'électricité en été. Donc on est en surproduction électrique sur toute la partie estivale, c'est déjà le cas en France. Et du coup, si vous êtes sur cette surproduction électrique, ben, qu'est-ce que vous pouvez faire?
Donc là, pourquoi pas en faire l'hydrogène? Et vous avez une petite boîte canadienne qui vient de lancer, c'est sorti, c'est sur ferme, c'est déployé. Quand j'y ai été il y a un peu plus d'1 an, c'était les premiers qui étaient déployés sur ferme. Ils ont sorti des unités plug and play pour fabriquer de l'azote à la ferme. Vous avez un conteneur, vous le branchez à l'électricité, d'un côté, vous le branchez à un tuyau d'eau, simple tuyau de 25, là, l'eau potable avec un gardena, grosso modo, vous faites ça, ça marche. Et puis vous démarrez la machine. Et là, la machine, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va extraire le diazote de l'air, faire une électrolyse pour vous faire l'hydrogène, et sous un système de membranes qui sont à l'intérieur, un système breveté qui n'est pas le process Haber-Bosch, ils ont changé le modèle complètement, vous allez avoir une combinaison de cet hydrogène et de votre diazote pour vous faire l'azote ammoniacal gazeux. Donc aujourd'hui, ça sort sous forme gazeuse. Quand j'y étais, ils venaient de sortir le brevet suivant qui leur permet de le transformer en azote liquide. Donc ça y est, c'est sorti, c'est déployé au Saskatchewan sur ferme. Je suis en communication assez proche avec eux pour leur dire si vous voulez le vendre en France, vous m'appelez. Pour le moment, ils m'ont dit on n'a pas trop envie. Le Saskatchewan, c'est assez grand, on fera plusieurs milliards avant d'aller attaquer un marché d'Européens où vous êtes un peu chiant sur les normes. Donc on va rester chez nous. Mais aujourd'hui, c'est déployé, donc il y a 5 conteneurs sur les versions premières, les premières générations. Ils pensent qu'ils vont le réduire à 3 conteneurs. Vous produisez avec une unité comme ça 72 000 unités d'azote à l'année s'il tourne non-stop pendant 1 an. 72 000 unités garanties. Ils m'ont dit, on est comme des conducteurs, enfin des constructeurs automobiles. Skoda, c'est celui-ci, non, c'est Kia, je sais plus, c'est Kia qui doit garantir. On a mis un tampon et si tu les produis pas dans les conditions qu'on conseille, on te rembourse l'équipement. Donc quand vous avez un gars qui vous garantit un tel niveau de production, c'est qu'il est sûr de son coût. Et eux, ils estiment qu'ils peuvent produire nettement plus que ça. En gros, ça veut dire qu'avec un conteneur, vous produisez assez d'azote pour 500 hectares de blé. Pour vous donner un ordre d'échelle. Avec la fertilisation de chez nous assez généreuse. Donc voilà sur cette partie électrification. Il y a des grosses questions à se poser, pour ceux qui ont de la bande passante et du cerveau pour ça, pour imaginer des usages en agriculture où on a l'électricité à volonté qui est gratuite, qu'est-ce qu'on en fait? Si vous trouvez des solutions avec ça, il y a plein de choses à créer. Donc là, l'idée, c'est j'ai l'électricité en trop, j'en fais de l'azote et je le stocke. C'est une option. On a réussi à avoir la technologie, mais on va réussir à l'avoir, ils l'ont fait. Mais si on peut imaginer d'autres choses, en gros, sur nos fermes, on peut très vite se retrouver avec un excès de production électrique sur la partie estivale, donc imaginez quelque chose pour le consommer. Deuxième sujet, nos fermentations. Je vous ai dit que je n'allais pas vous parler d'alcool. Juste, petite parenthèse, Nadar Gin, c'était la boisson officielle de la COP 23 à Glasgow, je crois que c'est la 23 qui était à Glasgow, qui a été développée avec un agriculteur, Arbiki, la ferme, et l'université, un institut de recherche là-bas. Et le but du jeu, c'est d'être capable de faire une boisson qui stocke du CO2 quand vous la buvez. Et ils l'ont fait. Une bouteille stocke l'équivalent d'1 kg de CO2, ce qui n'est pas grand-chose, mais ils l'ont fait. Et en fait, comment ils ont réussi à faire ça? Ben, ils ont fait du gin à partir de petits pois. Quand on se dit on fait du gin, normalement on fait une fermentation avec de l'orge, exactement comme si ou avec une autre forme d'alcool, pour nous faire de l'alcool. Et eux, ils ont été chercher le petit pois, parce qu'en fait, dès qu'ils enlèvent la fraction azotée, la fertilisation azotée, le bilan change complètement. Et Arbiki, pour aller plus loin, ils ne l'ont pas fait encore, mais ils sont en train de le faire, ils sont en train de monter, ils sont en Écosse, donc il y a un peu moins de soleil. Ils sont en train de monter des éoliennes pour pouvoir produire de l'hydrogène en excès l'été, le stocker et le brûler toute l'année pour faire tourner leur distillerie de whisky. Et donc c'est en cours, ça doit être déployé courant de l'année normalement. Donc on peut associer de l'environnement et du marketing. Et vous demanderez à Arbiki l'impact que ça a eu à l'échelle de leur ferme. Ils vendent plus de gin que de whisky aujourd'hui, alors que c'est un gros producteur de whisky. Dans toutes les boîtes de nuit un peu mondaines du monde, tout le monde s'arrachait leur gin parce que c'est du gin qui est bon pour la planète. Il est peut-être pas bon pour la tête, mais il est bon pour la planète. L'autre élément sur les fermentations, on a aussi un petit peu parlé, c'est nos vaches. Mais nos vaches, faut pas les oublier parce que, comme ça a été dit, c'est certain qu'elles ne produisent pas d'azote, mais elles permettent de boucler des cycles.
et de maintenir des prairies dans des états corrects et de valoriser des surfaces de légumineuses qui nous permettent de fixer de l'azote. Et ça, c'est indispensable à aller creuser, à aller chercher ces éléments-là. Bon, ça, c'est des petits pâturages en Nouvelle-Zélande, d'engraissement de mâles laitiers, mais dès qu'on peut se permettre de remettre de l'herbe dans des assolements, on a plein de problèmes agronomiques qu'on n'a pas parlé là, mais on en a plein sur nos fermes aussi qu'on connaît tous, des problèmes de désherbage, des problèmes de structure de sol, des problèmes de carbone, il y en a dans tous les sens. Dès qu'on met la prairie dans le système, tout à coup, c'est un peu le joker, vous avez gagné la bataille. Tout est beaucoup plus simple. Et si en plus ces prairies vous les faites pâturer, ça va nettement mieux. Les autres éléments, quand on reste sur la fermentation, donc là c'est des Anglais, mais ils se sont inspirés des Asiatiques, c'est tout ce qu'on appelle les bokashi. Donc le bokashi, c'est du compost par fermentation, en gros c'est de l'ensilage. Le souci d'un compostage, qu'on fait plutôt classiquement, c'est que vous autorisez une pollution de l'air pour éviter une pollution des nappes. En gros, quand on va composter, on va brûler une bonne partie du carbone, de notre matière, on a à peu près 50% de perte, et de l'azote en même temps, parce que c'est une histoire de C/N qu'on va avoir qui va se perdre. Un bokashi, vous avez une perte qui est inférieure, s'il est bien fait, à 5% de la biomasse. Donc ça veut dire que tout le carbone est conservé à l'intérieur. Donc c'est un tas d'ensilage, il faut bien respecter les ratios carbone-azote, c'est plus facile pour avoir des bonnes fermentations. Il faut surtout avoir suffisamment d'humidité pour que ça rentre en fermentation. Et les Asiatiques ont tendance à les inoculer avec des bactéries lactiques pour assurer encore plus de fermentation. Aujourd'hui, vous avez Canberra, qui est la capitale australienne, qui a normé ce process de fermentation sous forme de bokashi pour gérer l'ensemble de ces déchets de la ville. Parce qu'au lieu de composter, ils polluent moins et ils sont capables, pour la même surface de station de compostage, de passer 6 à 7 fois plus de volume dans l'année. Parce que là, vous avez un process qui est complété en l'espace de quelques semaines, contrairement à un compostage qui demande beaucoup plus de boulot. Donc aujourd'hui, Canberra le fait à grande échelle et derrière, ça distribue au niveau d'agriculteurs. Cette ferme-là, ce qui était fait carrément, donc c'est un verger de cerisier au Pays de Galles. Et ce qui était fait chez eux, c'était, ils avaient de la prairie, et donc ils récoltaient la prairie, ils la mettaient en fermentation en état de bokashi pour pouvoir retransférer cette fertilité derrière dans leur verger de cerisier au moment où ils en avaient besoin. Ce qui leur permettait de couper l'intégralité des engrais de fond et de valoriser les surfaces pour apporter une rotation dans le reste de la ferme ou ailleurs. Attention à ça, parce que des fois, si on tire trop sur certaines parcelles, on peut finir par trop vider les stocks à certains endroits. Les autres fermentations, donc ça c'est plutôt, donc ça c'est en local, c'est les Mayennais, celui-ci, pardon. Et là-bas, c'est au Brésil, même si c'est un Français qui est sur la photo, mais c'est au Brésil. Donc ça c'est des fermentations qui sont faites pour pouvoir faire des biostimulants ou toutes sortes d'autres préparations, principalement à partir de bactéries lactiques, mais il y a plein d'autres stratégies, où le but du jeu, c'est de multiplier, donc soit à grande échelle, en industrie ou sur ferme, des solutions de bactéries lactiques pour pouvoir aller chercher plus de fertilité. Là, vous le retrouvez dans différents endroits, donc là, c'est des applications qui sont faites au goutte à goutte dans des vignobles, donc là, c'est encore juste pour vous montrer les pH. Et en fait, ce qui est cherché à travers ces fermentations, donc là, c'est vraiment les Asiatiques qui ont poussé ça depuis très longtemps, c'est de se dire, mes engrais, si je dois en apporter, est-ce que j'ai toujours besoin de mettre des engrais solubles? Parce que mes engrais solubles, c'est très bien, mais il faut que je les ai travaillés avec des acides, très souvent, l'azote soluble non, mais mon phosphore soluble, je les retravaille avec des acides en usine pour pouvoir augmenter la solubilité énormément. Et ils se sont dit, mais pourquoi je ne peux pas faire accélérer et faire fonctionner ce process-là beaucoup plus dans un sol? Et au lieu d'acheter un phosphore soluble, je vais acheter des roches phosphatées, qui sont crues, qui ont consommé moins d'énergie au démarrage, je les mets dans mon champ, et est-ce que ma biologie va avoir la capacité d'aller travailler sur mes roches phosphatées? Donc là, c'est ce qui est fait. Donc CaPO4, ça c'est le phosphate naturel, sur lequel on le met dans le sol, et puis on met suffisamment de bactéries, notamment des flores lactiques, qui ont la capacité de fabriquer de l'acide lactique, qui va aller digérer ces phosphates naturels pour faire d'un côté des lactates de calcium, et de l'autre côté, vous libérez des acides phosphoriques. Et là, je ne l'ai pas affiché, mais il y a une étude canadienne qui a été faite là-dessus. Et ce qu'ils se rendent compte, c'est la comparaison azote disponible pour les cultures superphosphate versus phosphate naturel. À partir de la 5e année, les phosphates naturels embrayent le pas et deviennent meilleurs en libération de phosphore jusqu'à la fin de l'étude. Et donc là, le travail qui est fait, donc les Brésiliens ont énormément bossé là-dessus aussi, c'est de se dire comment je peux, grâce à la microbiologie, aller libérer et valoriser nettement plus d'engrais dans mes sols sous différentes formes de roches. Et ça, c'est juste une petite photo chez des Brésiliens. Donc ça, c'est une ferme dans laquelle ils sont en train de fabriquer des fermentations lactiques avec des technologies de précision. Donc cette ferme
Elle fait 15 000 hectares, donc il y a un petit peu de surface pour pouvoir investir. Mais vous avez un gars au laboratoire qui est payé toute la journée pour faire des fermentations, pour produire soit des outils de biocontrôle pour les sols, parce qu'ils ont des gros soucis nématodes et les seuls moyens de gestion des nématodes aujourd'hui chez eux, c'est avec du biocontrôle. La chimie ne marche plus. Donc ils retravaillent avec des trichoderma, avec des bacillus, ou également pour cartonner des gros soucis d'insectes, parce que aussi des insectes foliaires type punaises, ils n'arrivent pas à les tuer avec suffisamment... Enfin, ils ont des punaises résistantes à plein de produits, et donc ils vont les rattaquer grâce à des fleurs fongiques qui vont bouffer les punaises. Sur cette ferme, ou plusieurs fermes que je suis allé voir, les gars ont des équipes d'agronomes et des équipes de conseillers qui bossent sur la ferme, et le mot d'ordre donné à tout technicien qui va dans un champ, c'est si tu trouves un insecte qui s'est fait bouffer par un champignon, tu le ramènes au laboratoire. Et on veut savoir quel est l'individu qui l'a bouffé, ils cherchent à identifier, et une fois qu'ils ont identifié, ils vont chercher à le multiplier pour les redéployer, pour bouffer les insectes qui les emmerdent. Et ils vous ouvrent des frigos qui sont pour eux des coffres forts, dans lesquels ils ont une quantité de microbiologie qui correspond à leur ferme, leur terroir, leurs conditions, qui a la capacité de bouffer leurs pathogènes qui les emmerdent. Donc voilà sur cette partie fermentation. Le dernier sujet sur les fermentations, c'est les fermentations de précision. Je vais clore le chapitre aussi vite que je vais l'ouvrir. Je vous invite à taper ces mots-là sur Google et regarder ce qui se passe dans le monde de l'alimentation avec les fermentations de précision et ce que les gens veulent en faire. En gros, on fait fermenter dans des cuves des sucres pour produire des protéines, enfin il y a un peu d'azote, pour produire des molécules, des ingrédients, des protéines derrière. Je vous invite à ouvrir ce chapitre. Il y a plusieurs think tanks américains qui ont bossé dessus. S'ils ont juste, et s'ils voient vrai avec ça, j'espère que non, ça peut fortement bouleverser notre modèle agricole. En gros, les think tanks américains qui ont bossé là-dessus prédisent que si on substitue une partie de la production du lait qui sert à faire des ingrédients par de la fermentation, on a une réduction de 90% du cheptel laitier aux États-Unis en l'espace de 10 ans. Et 50% du cheptel allaitant, parce qu'il faut encore des vaches pour faire des steaks, mais il y a toute une partie de la protéine qu'on peut aller chercher différemment. Mais regardez ces sujets-là, c'est des choses qui sont assez intéressantes et qui font réfléchir. Dernier point, c'est sur la partie agronomique. En dernier sujet, je vais regarder qu'il est. Okay. Sur la partie agronomique, c'est évidemment une des clés pour pouvoir nous permettre d'optimiser nos engrais également et les valoriser au mieux qu'on puisse. Il y a un premier sujet, c'est la précision. C'est s'assurer que ce qu'on épande et ce qu'on applique, on le fait bien. Donc là, on est au Brésil, en train de régler un avion sur sa qualité d'épandage. Donc vous voyez que là, on a un flux d'épandage qui correspond à cet avion exactement, où on a un manque de gouttes d'un côté lié, on le revoit là sur les photos, lié à l'hélice. Donc là, on est en train de régler l'avion pour pouvoir appliquer de la meilleure qualité possible les engrais ou les phytos qu'on va appliquer sur les parcelles pour être le plus précis possible. Sur cette précision d'application, on peut aussi être beaucoup plus précis et l'appliquer localement. Donc là, tout ce qui est fait, notamment avec le goutte à goutte, avec une société qui pousse très fort là-dessus, qui est Netafim. Sachant que Netafim, aujourd'hui, donc ils ont bossé sur le goutte à goutte pour pouvoir faire la fertirrigation notamment. En ce moment, ils sont en train de sortir hors de l'Europe, parce qu'en Europe, ça ne passe pas. Ils sont en train de sortir des systèmes d'arroseurs, pulseurs qui servent à gérer le gel, dans lesquels ils font passer 100% des phytos. Donc ils ont démontré qu'ils arrivent à faire des protections fongiques grâce à des systèmes d'irrigation, dans lesquels on fait passer les phytos en même temps. Donc là, vous avez aussi des gars qui se disent, mais demain j'ai des grandes surfaces, j'ai pas de tracteur pour faire le tour partout, ça me coûte trop cher un tracteur, est-ce que je peux pas utiliser mon système de protection contre le gel pour pouvoir pulvériser toutes mes surfaces et faire une protection fongique dans mon vignoble, dans mon verger ou dans n'importe quoi. Ils ont des résultats préliminaires qui sont très très intéressants, mais ils m'ont dit, vous Européens, vous avez vos agences, bon courage. Voilà, ils n'ont pas du tout envie de s'embêter avec nous. Tant qu'on était là-dessus, bon, on retrouve ça, tout ce qui est stratégie, tout ce qui est stratégie de mulchage, dans lesquelles on trouve, donc là c'est des vergers d'avocats en Australie. Ces vergers-là, entre fertirrigation plus mulchage, on gagne 2 ans sur la mise en fruit. Donc vous voyez l'impact de retour économique sur la ferme, vous avez 2 ans de moins d'improductifs, donc les vergers rentrent en production beaucoup plus rapidement avec des niveaux de rendement supérieurs, grâce à de l'agronomie toute simple. Tant qu'on reste sur la précision,
Ça, c'est une tour de contrôle d'une ferme brésilienne. Donc là, vous avez une salle dans laquelle vous avez ces écrans-là. Il y a 10 gars qui sont assis devant là et qui sont en train de piloter toutes les opérations qui se passent sur la ferme. Elle est un petit peu grande, cette ferme-là. Elle fait 50 000 hectares. Ça doit être l'une des plus grandes en un seul bloc du Brésil. Elle appartient à Amagi. Chaque carré que vous voyez ici, vous voyez un chiffre, fait 200 hectares. Donc ça fait un petit peu de volume, un petit peu de surface. C'est une ferme qui, en l'espace de 15 jours, passe de 100% soja à 80% coton, parce que les 20% restants, vous ne pouvez pas les exploiter pour faire du coton parce que les sols ne sont pas suffisamment bons. Donc ils sèment plus de 40 000 hectares de soja, de coton, en l'espace de 10 jours. Donc là, il faut être précis. Et le travail qui est fait sur ces fermes-là, donc chaque parcelle a des itinéraires de culture, tout est suivi, tout est enregistré pour savoir les coûts de production, pour pouvoir optimiser au maximum tous les engrais, tous les fertilisants, tous les passages de tracteurs pour les limiter, et ils comparent les différentes variétés dans leur parcelle en permanence à l'échelle de leur ferme. Et là, ils se sont rendus compte qu'ils faisaient ça que pour l'économique, mais qu'on avait des Européens qui étaient prêts à leur payer la traçabilité. Parce qu'ils faisaient ça vraiment, la traça, c'était pour eux, pas pour quelqu'un d'autre. Donc quand nous, on râle qu'on a de la traça, eux, ils la font pour des raisons économiques à l'échelle de leur ferme de manière plus précise que nous. Et là, ils se rendent compte que les Européens sont prêts à mettre un billet supplémentaire parce qu'ils savent exactement qu'est-ce qui a été appliqué dans les parcelles et ils savent tout ce qui a été fait. C'est pas Amagi, mais c'est un de leurs confrères, parce qu'il y a 4 gros géants au Brésil, mais il y en a 3 qui bossent très fortement les uns avec les autres. Vous avez Schaeffer, qui est un des gros, c'est pas Amagi, mais c'est un autre, qui a 200 000 hectares, si je dis pas de bêtises, qui vient de sortir un label agriculture de régénération au Brésil, avec pour objectif de marché les Européens. Et donc ils l'ont normé, ils l'ont standardisé pour pouvoir aller accéder les marchés européens sur du soja agriculture de régénération pour les animaux de chez nous. Pour rester sur cette partie agronomique, on va rester au Brésil. Donc là, vous êtes en limite de l'Amazone, sur la partie Mato Grosso. Et donc ça, c'est ce qui est poussé très fortement par les instituts au Brésil. Ils appellent ça l'intensification biologique, où toutes les plaines, on reste en production céréalière. Et dès que vous avez de la pente, où vous avez des risques de fuite, on met des arbres, on fait de l'agroforesterie, on met des bêtes à pâturer dessous. L'impact qu'ils ont, c'est qu'ils sortent du bois qui ne sortait pas avant, mais surtout, ils reprennent du GMQ sur les animaux parce que l'excès de chaleur fait qu'ils avaient des limitations de GMQ. Donc, ils augmentent les performances animales en faisant ça. Et ça, c'est en train d'être poussé. Donc, ce bloc-là, c'était un bloc d'essai qui fait 150 ou 200 hectares, je ne sais plus exactement, mais c'est l'ordre de grandeur des essais chez eux. Ils sont en âge où ils devraient couper les arbres pour les valoriser, mais ils le gardent en parcelle démo, donc ils ne veulent pas couper les arbres. Mais ça, c'est quelque chose qui est en train d'être poussé. Et l'objectif du Mato Grosso, c'est de pousser plus de 2 millions d'hectares dans ces surfaces-là dans les 5 à 10 prochaines années. Le but, c'est de produire du bovin grâce à ça de manière plus performante. Et vous voyez que c'est selon les courbes de niveau, les écartements ne sont pas respectés, ne sont pas identiques, c'est vraiment selon les courbes de niveau pour limiter au maximum les problèmes d'érosion et les fuites de quelque engrais que ce serait dans le système. Et là, l'idée qu'il y a derrière ça, c'est aussi leur permettre de gérer l'eau, parce qu'ils commencent malgré tout à avoir des soucis d'eau. Là, c'est des environnements où vous avez 3 mm de pluviométrie à peu près. Donc c'est un petit peu humide, donc ça fait gros d'érosion. Et c'est des environnements aussi, malgré cette pluviométrie, une pluviométrie qui est très condensée, donc ils sont beaucoup en train de monter des lacs pour pouvoir permettre d'irriguer et leur permettre de placer une 3e culture dans l'année, au lieu d'en avoir que 2. Si on a l'irrigation, on en fait 3. Ce qui n'est pas négligeable. Toujours pareil, nos petits couverts végétaux, ceux-là pour nous recycler de la fertilité, on revient sur des bases des classiques. Donc ça, c'est en Zambie, dans un champ de maïs. Donc là, eux, ils hypothèquent des années de maïs, parce que le maïs, pour des raisons de marché, en fait, le maïs est produit par tous les petits producteurs locaux, donc il y a une grosse compétition sur les prix. En revanche, le blé, comme les petits producteurs locaux n'irriguent pas, ils ne peuvent pas faire de blé. Donc tout le monde fait tous les producteurs commerciaux cherchent à augmenter les rendements blé. Donc pour les augmenter, c'est couverts végétaux, pour avoir des sols de meilleure qualité, meilleure infiltration, et pouvoir faire des blés quasiment zéro azote derrière. Et l'objectif dans ces régions-là, donc là on est en Zambie, vous faites des blés qui frôlent les 100 quintaux, vendus quasiment 500 € la tonne. Donc c'est plutôt confortable aussi en termes de marge. Donc ça, c'est des pratiques qui sont en train de se développer sur des surfaces assez grosses, sur cette partie-là aussi, juste pour permettre de faire des blés zéro phyto. Dernier élément par rapport aux légumineuses, enfin non, pas le dernier, l'avant-dernier par rapport aux légumineuses.
Ce qu'on retrouve par rapport à ça, c'est que sur les légumineuses, j'aurais pu vous mettre un autre graphique, mais qui a trop de caméras, je ne peux pas vous le sortir. Il faut être en petit groupe. Et je pourrais vous en reparler. En gros, j'ai travaillé au Cerf France, Mayenne-Sarthe, et puis j'ai pas mal de copains dans d'autres Cerf France. Donc on a encore la chance, par les copains, d'avoir accès à des chiffres. Mais qu'on ne peut pas cracher partout. Et du coup, quand on sort les chiffres, on se rend compte qu'il y a plein de zones géographiques, dont le sud de la France, le sud-ouest où je suis en ce moment, où il y a une majorité des cultures qui ne couvrent pas les charges de structure, dont le tournesol. Mais pas que. En gros, dans le sud-ouest, si vous faites du maïs à 120 quintaux, ça se passe pas plutôt bien. Si vous faites du maïs à 100 quintaux en irrigué, vous êtes ric-rac au niveau des charges de structure. Si vous faites du maïs à 80 quintaux irrigué, vous ne payez pas les charges de structure. En gros, c'est ça. Si vous faites du tournesol à 30-35 quintaux, vous faites moins 400 € de l'hectare par an. Parce qu'en gros, vous payez les charges du tournesol, mais vous ne payez pas vos charges de structure. Et du coup, on se rend compte en discutant avec ces gars-là, pourquoi on ne pourrait pas réfléchir les rotations différemment. Plutôt que faire des cultures où on va perdre et qu'on sait qu'on va perdre, je vais peut-être investir dans quelque chose en me disant tant pis, je sais que je vais perdre, mais je vais investir pour gagner sur le coup d'après. Parce que les tournesols, chez nous, sont faits que pour assoler les baies. Et du coup, quand on réfléchit les rotations, on avait beaucoup de monde qui nous faisait des rotations longues en disant je veux, par exemple, en bio ou autre chose, je fais 3 années de prairie et puis je fais une rotation qui part dans le temps pour pouvoir diffuser ma fertilité tout doucement et amortir mes 3 années de prairie pour avoir suffisamment de culture derrière. Sauf que le souci de faire ça, c'est que quand vous êtes rendu en 5-6e année après votre prairie, vous n'avez qu'une seule envie, c'est que la prairie revienne. Parce qu'il n'y a plus la fertilité, il n'y a plus les gains de salissement, il n'y a plus toutes ces choses-là. Donc je suis allé voir plusieurs personnes, dont cet énergumène, la Gary Zimmer, qui est un papy fou des États-Unis, qui lui a bossé là-dessus depuis des années avec des systèmes laitiers à l'origine, puis des systèmes céréaliers. Et il m'a une réflexion toute bête, il dit mais tu sais, quand tu prends une rotation qui est comme ça, tu as un tiers qui est en production de fertilité et 2 tiers qui sont en culture. Vous voyez, 3 pour 9, donc un tiers, 2 tiers. Il s'est dit mais pourquoi on ne pourrait pas faire une réduction de fraction toute simple, 1 tiers, 2 tiers. Donc il s'est dit on va faire des rotations comme ça. Du trèfle pendant 1 an, une culture de printemps, une deuxième de printemps, une culture d'hiver, peu importe, et on fait des rotations hyper courtes et beaucoup plus rapides. Et quand il s'est mis à faire ça, il s'est rendu compte que 2 ans après le trèfle, tu as encore des arrière-effets. Et 2 ans après, tu repars tout de suite sur une nouvelle culture de trèfle. Donc en fait, tu as une situation et une stratégie de fertilité qui est beaucoup plus rapide dans ton système. Et donc aujourd'hui, je le vois faire dans pas mal d'endroits et on est en train de le pousser, notamment dans le sud de la France où on est en train de garder nos blés. Notre culture de printemps, on est même en train de la virer pour faire 2 cultures d'hiver et un trèfle derrière parce qu'on n'a pas grand-chose d'autre qui passe dans les situations en sec. Et le but du jeu, c'est de nous permettre de bâtir de la fertilité à cet endroit-là pour nous envoyer des cultures derrière zéro fertile ou quasiment zéro fertile. Et là, souvent, la question que j'ai, c'est ouais, mais le trèfle, je le perds et je ne gagne pas d'argent avec. Tu perdais déjà de l'argent avec ton tournesol. Si je te fais faire un blé qui coûte moins cher, peut-être qu'au global, on gagne plus. Et c'est pas un peut-être, c'est au global, on gagne plus. Et ce qui se passe dans les situations du sud, notamment les situations compliquées, c'est qu'on bascule, contrairement au nord, en ayant bossé Mayenne, Nord-Mayenne, et puis dans le nord, là-haut, vous n'avez pas les mêmes problèmes. Chez eux, vous avez des problèmes parce que vous n'avez plus à compter parce qu'il y en a trop. Quand on descend dans le sud, vous n'avez pas besoin de compter, parce qu'il n'en reste plus beaucoup. Dans ces situations-là, ce qu'on se passe, en fait, c'est qu'on est obligé d'avoir une situation, une réflexion de résilience, où c'est qu'est-ce que j'économise et qu'est-ce que je dépense pas. Et j'essaye pas de gagner plus, j'évite de perdre. Et en évitant de perdre, on arrive à gagner plus. Mais on n'est pas à la recherche de chercher plus de performance et le maximum en permanence, ça passe pas dans nos systèmes, parce que tu cherches à fertiliser un blé pour faire 80 quintaux chez nous, 3 fois sur 4, tu vas en faire 60, voire 50, parce que tu as pris un échaudage et c'est mort. Du coup, il vaut mieux plutôt réfléchir où est-ce que je perds de l'argent sur la ferme et comment j'évite de le perdre. Et la stratégie, c'est j'investis dans des trèfles, des luzernes, peu importe, pour me stocker de l'azote, et derrière, je fais des blés avec quasiment zéro fertilisation azotée, en travail ultra léger, pour pouvoir me faire de l'argent sur les cultures qui sont rentables. Tout petit détail par rapport à ces légumineuses, et là je rentre et je mets ma casquette d'agronome et mon petit jeu d'analyse de sève dans lequel je travaille beaucoup. Ça, c'est des analyses comme ça, je peux vous en sortir des dizaines. Et très souvent, quand on met des légumineuses, on se base sur la fixation théorique qu'il y a sur le papier.
Je mets un trèfle, en théorie, il va me fixer 100 unités d'azote, par exemple. Peu importe, quelle que soit la plante. Ça, c'est la théorie. Mais on ne vit pas trop en théorie, on vit un peu plus dans la pratique. Et ce qu'on se rend compte dans la pratique, c'est qu'on a beaucoup de légumineuses, ça c'est une luzerne par exemple, où on se rend compte, quand on lit une analyse sur une analyse de sel, où on a des carences en azote. Et donc ça, je peux vous montrer du pois, je peux vous montrer du trèfle, je peux vous montrer des févroles, où je suis carencé en azote alors que j'ai fait une légumineuse. Donc là, deux options, soit je mets de l'azote, c'est peut-être pas le but du jeu, soit je comprends pourquoi je suis carencé en azote. Et là, il faut refaire un petit peu de cours et décortiquer comment on fixe de l'azote, c'est ma nodosité. Ma nodosité, elle a besoin de quoi? Elle a besoin d'une molécule qui est celle-ci, sur laquelle on a un atome principal qui est du molybdène. Mais il n'y a pas besoin de beaucoup de molybdène, on parle de 5-10 grammes à l'hectare. Et là, vous prenez cette parcelle de luzerne, j'ai pas de molybdène, il y a un détectable au laboratoire. Et là, des situations comme ça, je peux vous en montrer à tire-larigot, c'est hyper simple. Le molybdène, c'est un élément négatif, donc il se lessive quand il n'y a plus de matière organique dans nos sols, comme notre azote et ainsi de suite. Qui sait qu'il y a beaucoup de matière organique? Plus grand monde, malheureusement. Donc notre molybdène, il s'est enfui. Et juste le fait d'en remettre quelques grammes, ça nous permet de refixer l'azote et de ramorcer de la fertilité dans le système assez facilement, en ayant des légumineuses, évidemment. Le molybdène tout seul ne fait rien. Mais du coup, ça, c'est le genre de détail qui est le diable se cache dans les détails et qu'il faut aller chercher parce que sur le papier ça marche, mais dans la pratique ça ne marche pas toujours. Et ça c'est un détail qui a son importance mais qui est très facile à corriger derrière. Le dernier point par rapport à cette partie agronomique, c'est tout ce qui est en train de se déployer dans pas mal de pays, donc ça vient aussi des Asiatiques, même si c'est les Brésiliens qui le poussent énormément, c'est tout ce qui s'appelle reminéralisation, où on va rechercher les différents minéraux des parcelles et on va ramener de la minéralisation, notamment sous forme de roche, pour remonter les stocks et ramener de la biologie, comme je vous ai parlé auparavant, pour vous permettre de recycler cette fertilité, de la consommer, de l'utiliser. Ce qui était fait dans la région pas très loin d'ici, avec les tuffeaux, qui servaient à fertiliser les parcelles, c'est des roches tendres et des roches souples, enfin faciles à digérer. Donc ça, c'est des stratégies qui sont en train d'être déployées au Brésil. Il y a beaucoup de travaux scientifiques qui sont faits autour de ça, pour pouvoir leur permettre d'aller chercher des sources d'engrais faiblement carbonées. Juste, donc ça c'est un petit peu le résumé du conseil que je fais et des pratiques que l'on a vues. Mais donc en termes d'agronomie, il y a des bases à respecter. Et dès qu'on rentre dans une ferme, il faut toujours checker ces différentes bases et les vérifier pour s'assurer que ça fonctionne et que ça marche correctement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà ce qu'on a. Pour conclure sur cette partie agronomique, je prendrai un autre exemple. Donc ça c'est Rogério qui est au Brésil. Je vais faire un délit facial, je vais me le permettre. Il n'a pas trop une tête de Brésilien, Rogério, son collègue un peu plus. Rogério, il est à l'origine japonais. Donc il a ramené le savoir-faire des fermentations sur sa ferme. Donc sa ferme fait 15 000 hectares. Et Rogério, parce qu'il est passionné par ces fermentations, le fermenteur qu'on a vu tout à l'heure, c'était chez lui, il s'est dit, et si demain, j'avais plus de phyto, comment est-ce que je cultive? Donc il a fait des essais dans des parcelles. Je fais du zéro phyto, mais je mets tout le biocontrôle que je maîtrise et que je sais faire travailler. Je fais du 100% phyto et je fais du phyto plus biocontrôle. Et quand il annualise ça sur 5 ans d'essai sur sa ferme, sur du maïs, du soja principalement, en termes de culture, et du blé aussi, ce qu'il se rend compte, c'est que s'il fait sa référence phyto, donc il considère que c'est 100% du rendement, c'est son témoin de sa référence. S'il fait biocontrôle plus phyto, il fait des rendements à 120% de sa référence. Par contre, s'il fait du zéro phyto, quand il pilote ça bien, il fait du 80-90% de rendement. Ce qui est tout à fait honorable. Et lui, dans sa tête, c'est ce qu'il m'explique, il dit en termes de stratégie aujourd'hui, le marché paye sur le volume. Donc on blende, phyto plus biocontrôle pour assurer le maximum. Le jour où le marché nous commande et nous demande de lever le pied, on sait le faire et on a la stratégie et on peut déployer dès demain. Donc là, c'est des systèmes qui sont implémentés, sur lesquels ça fonctionne. Et en discutant pareil avec Rogério, là, les réflexions qu'ils ont en ce moment, c'est comment on consomme moins d'énergie quand on fait tourner ce truc-là, notamment tout ce qui est irrigation, tout ce qui est station de pompage et toutes ces autres choses. Donc c'est des réflexions qu'ils ont. Pour les plus gros Brésiliens, c'est facile parce qu'ils ont des barrages hydroélectriques qui leur appartiennent. Donc quand vous avez un barrage, c'est facile de décarboner votre consommation énergétique. Les plus petits doivent réfléchir un petit peu différemment, mais ça fonctionne bien dans différentes stratégies. Donc pour conclure,
Et je vais laisser une grande place aux questions, même si le temps est écrasé, mais je préfère avoir le temps d'échanger. Donc, regardez et réfléchissez cette partie électrification à l'échelle de vos fermes. Il y a vraiment des gains à les faire et à les chercher. C'est surprenant, mais donnez-vous l'opportunité de le faire et d'imaginer des choses différentes grâce à ça. Il y a de la technologie disponible. Regardez vos fermentations, mais pas que à l'apéro. Et puis, pensez à votre agronomie correctement. Juste, je le fais une dernière fois, je remercie les sponsors qui m'ont fait voyager et permis de voyager, Fournefield. Et si vous avez des questions, merci à vous et n'hésitez pas à les poser. Pas de questions ? J'ai juste une remarque, juste un commentaire sur la partie analyse de sel, mais c'est un détail. Oui. À un moment donné, tu dis que c'est en carence d'azote. Si. Alors, pardon, je vais mettre ça. Sur les analyses de sel, il y a un petit détail à la lecture qu'on oublie souvent. C'est qu'il y a des éléments qui sont mobiles dans la plante. Donc, magnésium, azote, phosphore, potassium. Quand on est sur un élément mobile, on ne regarde pas le seuil de l'analyse directement, on regarde la dynamique entre nos jeunes et nos vieilles feuilles. Donc là, c'était jeunes et vieilles feuilles, les deux couleurs. Et du coup, ce qu'on regarde, c'est est-ce que je suis en cours de transfert de mes vieilles feuilles vers mes jeunes feuilles. Parce que quand je passe en cours de transfert, en fin de cycle de culture, c'est normal. Mais quand je suis en début de cycle, en pleine croissance végétative, c'est pas normal d'avoir des transferts qui se mettent en place aussi rapidement, parce que ces transferts veulent dire tout simplement que je n'ai pas assez d'azote, donc je fais crever mes vieilles feuilles pour alimenter mes jeunes feuilles. Donc c'est un tout petit détail qui est là-dessus. La production de panneaux solaires en fonction de l'ensoleillement de l'année. Oui. C'était. C'est des chiffres réels. C'est pas des estimations. Tout ce que je vous ai affiché, c'est des chiffres réels. J'en ai fait tourner plein, donc ça, c'est vraiment sur une ferme. En gros, ce que j'ai pris là, c'est sa production qui est faite, et je l'ai faite x2 en fait. Enfin, j'ai pris la production des panneaux existants sur la ferme et j'ai appliqué les chiffres de multiplication parce que lui, il produit beaucoup moins aujourd'hui. Mais donc, il y a des panneaux avec de l'historique de production. Et là, je le montre pour différentes années parce que c'est intéressant de se rendre compte que les années où on est un peu moins ensoleillé, enfin, selon les cas, c'est un petit peu plus compliqué selon les années. Je l'ai fait tourner sur beaucoup de fermes, beaucoup de situations. Et vraiment, le calcul est très simple. Vous prenez votre consommation annuelle et vous faites x2. Et ça doit être la production totale de vos panneaux solaires annuels que vous devez produire. Et c'est au sud de la Loire ou au sud de la Loire? Je l'ai fait, non. Je l'ai fait partout en France. J'ai des clients un peu partout, donc tous ceux qui avaient des panneaux, je leur ai dit, vous m'envoyez les données et on va les traiter, on va les faire analyser. Ce qu'il y a, c'est la capacité d'autonomie, qui est théorique, elle n'est pas réelle parce que personne ne s'est mis à le faire réellement, mais en théorie, ce que l'on obtient à chaque fois, c'est que c'est plus compliqué quand vous êtes au nord de la Loire, où vous avez du mal à dépasser les 80% d'autonomie les années pluvieuses. Mais vous êtes quand même à 80%, ce qui est plutôt pas mal. En année ensoleillée, nord de la Loire, ça passe comme au sud de la Loire, tout va très bien. Sud de la Loire, même les années pluvieuses, vous maintenez des niveaux d'autonomie qui dépassent les 90%. En ayant des capacités de stockage de 24 heures de votre consommation. En gros, 24 heures, ça permet de passer 2 nuits souvent. Ou une journée complète où ça a coincé. Mais quand on se rend compte, donc la production, les calculs qui sont faits, les ABAC là-dessus, je prenais la production quotidienne, la consommation en face, en fait, c'est des soustractions de l'un par, enfin, addition et soustraction. Et donc, les batteries, on considère qu'elles sont à vide au début, on les charge et on les simule en décharge et on les simule en charge au fur et à mesure. Et en fait, ça, en termes de capacité de stockage, ça ne coûte pas très cher à l'arrivée. Tout le monde s'imagine qu'on a besoin des capacités astronomiques de l'intersaison et ainsi de suite, mais la question qu'on a à se poser plutôt, c'est est-ce qu'en hiver, je ne peux pas lever le pied sur ma consommation? Est-ce que ma bande de poulet, je la fais rentrer en hiver pour chauffer? Enfin, même si je chauffe au gaz, ok, mais est-ce que je suis obligé de la faire rentrer à ce moment-là? Est-ce que je ne peux pas la faire rentrer un peu plus tôt ou un peu plus tard? J'en sais rien. Même si oui, il faudra manger du poulet tout le temps. Mais est-ce qu'il n'y a pas des moments où je peux réfléchir, mon moment de chauffage, est-ce que je ne peux pas le décaler un petit peu sur ma ferme? Sur ma consommation. Et là, je l'ai fait, quasiment à chaque fois, je l'ai fait dans des fermes, parce que les fermes céréalières, c'est pas drôle parce que ça consomme rien. Ça consomme rien. Je l'ai fait sur des situations, élevage hors sol, frigo. Alors là, vous avez des frigos, c'est génial parce que les deux se collent.
Vous avez un truc qui vient ici parce que vous avez un des frigos en partie estivale, donc ça correspond exactement à la période de production, donc c'est hyper facile. Mais c'est plutôt la période de chauffage, et au final, même sur le chauffage, on arrive à avoir des choses qui sont assez cohérentes. Ça fait 4 mois quand même. De quoi? Ça fait 4 mois quand même. Non, alors là tu es en dessous parce que c'est en termes de production, mais quand tu corriges avec ta capacité de stockage, généralement tu te retrouves à 30 jours où ça coince sur l'année. Donc c'est surprenant. Parce qu'en gros, la durée des jours influence énormément sur la capacité de production, on est d'accord. Même si, en fait, en hiver, on arrive à avoir la capacité de production est tellement grosse sur la partie globale que ça compense. En fait, le souci, c'est pas la capacité de stockage, c'est la capacité à recharger les batteries. C'est ça le problème qu'on a. Donc, il faut suffisamment de capacité de production en face. Vous n'êtes pas causant, mais c'est très bien. Alors, c'est que j'ai été clair ou pas, ou je vous ai complètement perdu, c'est une autre option aussi. Eh ben, je vous laisse réfléchir, parce que je pense qu'il y en a qui vont réfléchir ce soir après une journée comme celle-ci. Merci pour l'accueil, merci pour la journée et la qualité des intervenants. Et je te laisse la main s'il n'y a plus de questions.